Bienvenue sur Actioner pour un numéro consacré à la sortie sur Netflix de Tyler Rake. This is an extraction. So who are the players? Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. Some mythic shit, huh? It's a kidnapping. Drug lord's son. Clock's running at 16 hours. Proof of life as of 6 hours ago. Pour deviser sur le film de Sam Hargrave, je suis accompagné par Manu. Salut Manu. Salut. Et par Thibaut. Bonjour, bonjour. Alors on va commencer tout de suite par un espèce de petit jeu. Ouais. Donc je vais citer des noms de films et vous allez me dire si vous le trouvez supérieur ou inférieur au film que je vais citer. C'est-à-dire si Tyler Grave est mieux ou moins bien. Donc est-ce qu'il est supérieur à The Night Comes For Us? Non, mais c'est assez intéressant de remarquer que c'est un peu le deuxième actionneur produit directement pour Netflix. C'est en tout cas le premier du côté un peu occidental du genre, j'ai envie de dire. Ouais, mais surtout, il y a plein de critiques qui le comparent à des films indonésiens. On reviendra sans doute dessus après. Yes. Mais il est quand même bien inférieur. Effectivement. Inférieur ou supérieur à John Wick 3? Pas vu John Wick 3 encore. C'est un peu dur à dire parce que moi j'ai beaucoup aimé le premier John Wick. Je trouve que c'était parti en vrille avec le deuxième. Mais du coup, arrivé au troisième, j'ai accepté ce dérapage plus ou moins contrôlé. Et j'avais pris beaucoup de plaisir devant mon visionnage de John Wick 3 dans une salle londonienne, pour la petite anecdote. Donc, difficile à dire. Mais je pense que j'ai quand même préféré John Wick 3. Ouais, j'ai passé un meilleur moment. Je sais pas si c'est un meilleur film, par contre. Capable de dire qu'il est largement meilleur que le 2, mais le 3, je l'ai pas encore vu. Moi, je pense qu'il est bien inférieur au John Wick 3 parce que il y a un sentiment d'exaltation que j'ai eu dans John Wick 3 que j'ai pas ressenti dans Tyler. Exactement. Mais du coup, Manu, tu le mets devant le second John Wick. C'est bien ça? Ouais. Ok. Alors, moi, il arrive même pas à la cheville du deuxième John Wick. Ah ouais? Débattez un Ouais. peu là. Pourquoi Manu, tu dis ça? J'ai envie de savoir. Je prends le contrôle de ce podcast. Déjà, le 2, je trouve que par rapport au premier, c'est largement un sous-premier niveau John Wick. Les combats sont carrément moins intéressants, c'est de la redite, quoi. Là, ça a le mérite d'être une nouvelle franchise, dirons-nous, ou un nouveau film unique. Donc déjà, il a ça. Et ouais, voilà, le scénario du 2, je l'avais trouvé un peu chiant, quoi. Ok. J'accepte cette comparaison. David, tu peux reprendre la main sur ton podcast. Alors, ok, meilleur ou moins bien que le dernier Mission Impossible? Ouah. Là, il y a même pas débat. Hein. C'est moins bien que le dernier. Moins Mission bien, Impossible. ouais, moins bien. Mais alors que c'est pas largement pas mon préféré, la dernière Mission Impossible. Mais... Je dirais que c'est moins bien que les 3 derniers au moins, quoi. Voire les 4. C'est pas le même genre non plus. Meilleur ou moins bien que Hobbs & Shaw? Meilleur, largement. Waouh. Il y a vraiment des gens qui ont comparé ça à Hobbs & Shaw, c'est juste toi là, David, qui a Non, fait là fou. c'est moi qui en ai rajouté un. Ouais, ok, ouais. Je vois pourquoi on pourrait comparer les deux. Je dirais quand même c'est... Non, c'est dur, hein, je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de faire des égalités, mais pour des raisons différentes, tu vois? Genre, il y en a un qui est plus drôle, que genre je préférais revoir, mais il y a une technique et comment dire, une envie de réaliser qui est quand même supérieure dans ce Tyler Rake ou dans Extraction comparé à Hobbs & Shaw. Ah, mais moi, jamais je veux revoir Hobbs & Shaw. Hein. Ah, Ah ouais. moi, c'est pareil. Ah ouais? Jamais de la vie, mec. C'était un Même avec supplice, hein. Même avec une Et je l'ai maté en mode mode soirée avec Jay et compagnie, tu vois. Ah ouais, ok. Jay, ok. Max Beau et tout. Et franchement, c'était un supplice. Hein. Ok. Eh ben, non, bah, je sais pas. Moi, ça m'avait bien fait rigoler. Je pense que je reviendrai plus volontiers sur ce genre de délire, mais effectivement, dans un contexte plus de soirée. Parce qu'après, c'est vrai que sur le pur point de vue technique, même si je m'avance un petit peu, vu qu'on est avec un nouveau représentant de l'école, David Leitch. C'est quoi, c'est Chad Stahelski quelque Ouais, chose comme ça. Stahelski, ouais. Donc c'est un peu l'un de leurs poulains, si je comprends bien. Donc c'est assez marrant d'opposer les deux films. Mais ouais, je pense que Extraction est quand même un meilleur produit, en fait, en tout cas. Tu vois, genre un peu plus honnête avec lui-même. Mais bon, moins drôle. Et meilleur ou moins bien que Spencer Confidential, le dernier Peter Berg, avec Mark Wahlberg. Ah, c'est le exclu Netflix aussi, non? Ouais. Ah, je l'ai pas vu, ouais. C'était bien ça, David? Non, c'était nul. Ok. Non, c'est une espèce de...
c'est compliqué. Ils ont essayé de faire un buddy movie, sauf que le buddy il est pas là parce que tout est fait pour Mark Wahlberg. Donc le deuxième il est complètement transparent. Et ensuite, c'est mauvais quoi. Enfin c'est mauvais. C'est comme de l'eau tiède quoi. Ça a pas le goût. Tu regardes de bout en bout, t'es pas emballé. Voilà quoi. C'est un direct to DivX. Tu dis Vix. Je sais pas avec. Point AVI, quoi. Ouais, c'est ça. Point AVI, 350 mecs dégueulasse. Je sais plus trop avec quel film j'ai arrêté la collaboration Wahlberg et Peter Berg. Wahlberg et Peter Berg, ouais, si c'est ça. Du coup, ça rime. Mais effectivement, je n'ai pas vu celui-là. C'est peut-être pour le mieux. Mais c'est pas que ce soit mauvais, hein, c'est vraiment insipide quoi. Ok. Allez, on va continuer donc avec un avis de chacun sur le film. Tiens, Thibaut. Eh ben, ok. Je suis pas bien convaincu par ce Extraction ou Tyler Rake si on le prend en français. Pour quelle raison? Je trouve que c'est un peu le petit dernier de cette mode de film inspiré par la façon de filmer de John Wick, qui a fait pas mal de bien, je trouve, en son temps, mais qui commence à devenir un petit peu un gimmick dans le genre de l'actionneur, et qui, à mon sens, mériterait d'être un peu réfléchi, c'est-à-dire soit en termes d'échelle, comme l'a rappelé Manu, par exemple, avec le deuxième John Wick, c'était devenu très répétitif, ou soit juste dans la manière que les réalisateurs, qu'ils soient chorégraphes ou non à l'origine, l'utilisent, parce que j'ai trouvé que, du coup, dans ce film-là, il y a quelques bonnes bagarres, mais globalement, c'est pas forcément le style de combat que je préfère voir, étant donné tout le contexte qu'il y a autour du film, et notamment l'idée qu'on soit dans quelque chose de plus réaliste, de plus militaire, et pas juste le côté vraiment graphic novel ou comics de John Wick, quoi. Donc j'étais un petit peu gêné par tout ça. Après, je trouve que Chris Hemsworth c'est assez cool, mais dans le rôle, mais moi je l'avais déjà acheté, si tu veux, dans Black Hat de Michael Mann, en tant que, tu vois, gros perso un peu badass qui fonctionne bien pour un film d'action, donc je suis pas spécialement surpris. Après, je pense qu'il est quand même toujours meilleur en comédie qu'en film d'action, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour. Et voilà, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, il y a une grosse séquence, un gros plan séquence en fait, alors est-ce qu'on va avoir ce débat sur oui mais c'est pas un vrai plan séquence parce qu'il y a des coupures numériques et que sais-je. Un plan séquence de un peu plus de 10 minutes je crois, au milieu du film qui a vraiment de la gueule, notamment une course-poursuite qui est plutôt très chouette. Et voilà, ça, visuellement, c'est quand même relativement intéressant. Les décors sont cool. Il y a quelques bonnes répliques, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu traité de manière un peu premier degré. Et je dirais pas que j'en attendais plus, parce que ça nous est tombé un peu dessus sur le coin de la tronche, comme à peu près tous les films exclus Netflix comme ça qui arrivent, et on passe un vendredi soir souvent de qualité. On est au moins diverti si on n'est pas forcément non plus convaincu. Donc voilà, c'est juste que je trouve ça un peu dommage quand on a aussi peut-être la liberté de Netflix derrière, de pas aller un peu plus loin. Voilà, je vais laisser la parole à Manu. Eh ben écoute, moi je vais aller plutôt à l'inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai plutôt bien aimé ce film. Alors disclaimer, je regarde pas forcément autant d'actionneurs que vous à l'année. Du coup, je suis pas autant dans la comparaison avec beaucoup de films. Cependant, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir devant ce film. J'ai eu des combats que j'ai plutôt apprécié. Le plan séquence, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est vraiment une scène qui marque, mais je le trouve très efficace. En fait, je trouve que le film a un scénario vraiment très simple et pas forcément très original, mais qu'il le gère de façon efficace, tout en rajoutant des éléments, des petits plus qui font que voilà, ça donne un petit peu de corps au film. Chris Hemsworth, je l'ai trouvé assez solide, si ce n'est dans le tout début du film. L'introduction du personnage, en fait, je la trouve beaucoup trop caricaturale pour fonctionner. Le coup où il se réveille, il saute, il plonge de 30 mètres dans l'eau pour faire une méditation sous l'eau. Ouais, ça c'était terrible. Voilà, c'était beaucoup trop. Mais après, en fait, une fois que tu rentres dans l'action avec le perso, il change un peu. Ça devient un peu plus intime pour lui. C'est de l'action et de l'intime.
Et là, ça marche carrément mieux. Au sein de ce plan séquence, mais je crois qu'on l'a à plusieurs moments du film, un truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est les changements de point de vue qu'on n'a pas forcément régulièrement au cinéma. C'est-à-dire une scène qui reste en continu, et d'un seul coup, en fait, tu switches sur le point de vue d'un perso, ce qui fait que c'est plus ce que fait celui sur lequel tu focusais avant, et puis tu le retrouves un peu plus tard. Ils utilisent pas mal ce procédé, et je trouve que ça marche bien pour faire ce faux plan séquence, en fait. Et du coup j'étais bien pris dans ce film. Ensuite, écoute, moi les combats, plutôt apprécié le style. C'est pas forcément du gros boom boom comme on peut avoir l'habitude. J'ai trouvé une pointe de John Wick mais avec des fusils d'assaut, quoi. Et voilà. En gros, dans l'ensemble, une bonne surprise. J'ai bien aimé le cast secondaire aussi, et puis le truc qui est au final trois entités et pas seulement deux, avec le personnage de Sadju, et du coup toute l'implication de c'est un contre un, et puis la suite du film vous la connaissez. Je trouve que tout ça marche bien, donc voilà, plutôt agréable pour ce premier opus en tout cas. Ouais, bah alors de mon point de vue, c'est un bon divertissement. J'ai pas été emballé parce que c'est cousu de fil blanc de bout en bout, donc c'est compliqué. Clairement. Je trouve que ça manque de steak, ça manque d'impact. À la fin, ça se rattrape un peu. Il y a un côté déjà vu. Par contre, la réal et j'adore vraiment. Et j'ai passé vraiment un bon moment, donc je vais pas trop cramer mes arguments pour plus tard. Mais ouais, je suis resté un peu sur ma faim, quoi. J'ai passé un bon moment, mais je l'ai vu juste après le premier épisode de Gangs of London, et Pareil. C'est un problème, quoi. C'est Vraiment, un problème. c'est un problème. Parce que tu vois ce qu'a apporté Gareth Evans à ce cinéma-là. C'est-à-dire que quand on parle de John Wick, en vérité, c'est des héritiers de Gareth Evans. Et tu vois ce que lui peut faire dans son cinéma, et là, dans une série, dans ce cas-là. Et tu vois que les gars souffrent de la comparaison. C'est pas possible. Ils peuvent pas passer après, quoi. Ils arrivent pas à s'inventer, et ça manque d'impact. C'est tactical, hein, c'est tactical as fuck, mais passer après, t'as un peu de mal, quoi. Mais ça reste fun, quoi. Ça reste vraiment fun de bout Ça en bout. reste divertissant, effectivement. Mais c'est difficile d'aller plus loin, quoi. Ouais, c'est là où j'étais un petit peu gêné et que je suis resté sur ma faim. Effectivement, tu fais bien utiliser l'expression David, parce que c'est un peu ça que j'ai ressenti une fois le générique tombé. Je vais faire vite fait un résumé du film, et je vais pas le faire moi-même, et je vais juste laisser Netflix le faire, parce que j'adore comment Netflix l'a résumé. Donc, c'est envoyé au Bangladesh pour sauver le fils d'un trafiquant de drogue qui a été enlevé. Un mercenaire aguerri réalise combien sa mission s'avère dangereuse et bouleversante. Je vois pas à quel moment elle est bouleversante, sa mission, tellement c'est cousu de fil blanc, quoi. C'est un peu le problème. Je sais pas si on peut rentrer dans les détails Vas-y, et les spoilers, David, mais Ouais, non, c'est full On spoiler. va rentrer direct dans un des gros points faibles du film pour moi. ouais, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à spoiler. Mais du coup, le film est écrit par Joe Russo. C'est Joe, c'est pas Anthony qui a écrit le film. Et c'est basé sur un comic book qu'il a coécrit et qui s'appelait Ciudad, c'est ça? Donc je crois que ça se passait plutôt du côté de l'Amérique latine d'après le titre. Et j'en profite pour saluer Arnaud Kikou qui m'a dit que l'enfant était plus une jeune adulte dans la version du comics, et qu'à la fin ils finissaient ensemble plus ou moins, donc c'était assez étrange. Super. Et donc ça a été un petit peu réécrit pour les besoins du film, et tant mieux. Mais malheureusement Joe est quand même resté assez premier degré, donc c'était l'argument que j'avançais déjà tout à l'heure, mais puisque tu me tends une perche, David, c'est qu'on sait d'emblée qu'il a un traumatisme, ce Tyler, que c'est un fils ou une famille ou une femme disparue, quelque chose de ce genre-là. On sait aussi qu'il est un peu bousillé et que il a un caractère de suicidaire, et que mourir au combat en se prenant une balle perdue, ou en se prenant une balle de perdue, ça ne lui fait pas peur. Au contraire, je pense qu'il l'appelle de ses voeux. Et du coup, il n'y a pas vraiment de construction, en fait, j'ai l'impression, au fur et à mesure du film, sur effectivement ce côté potentiellement bouleversant que tu mentionnais. C'est-à-dire que nous, on a tout de suite les cartes en main. Tous les personnages, et y compris le gamin, vont devoir attendre pour apprendre de chacun des petits détails. Mais nous, on sait très clairement où ça va dès la scène d'intro, ou presque. Surtout que la scène d'intro est en fait la scène de fin. Donc, en 2 scènes, l'ouverture et la présentation du personnage dont parlait Manu tout à l'heure, tu sais déjà à peu près où le film va.
et comment la relation entre le gamin enlevé et Tyler Rake va être développée. Et il n'y a aucune putain de surprise. Et moi, si tu pars du principe que... Enfin, je pars du principe que si tu ouvres ton film là-dessus, c'est que tu vas créer une espèce de twist ou ajouter un minimum d'originalité. Si tu donnes toutes les cartes dès le début, c'est que pour mieux les rebattre par la suite. Et en fait, non. Et donc, du coup, je trouve ça pas du tout surprenant. Et bah, si c'est pas surprenant, il n'y a aucune chance que ça puisse être bouleversant, non? Bah, surtout que l'usage des flashbacks en surexposition. Ouais, ça c'est le gros point, le gros point merci, du film quoi. dès le début, quoi. Avec la petite pensée en mode éthéré, un souvenir de son fils sur la plage. Merci. Merci, je l'ai vu 1000 fois. D'ailleurs, le saviez-vous, c'est le vrai fils de Chris Hemsworth. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Voilà, maintenant vous le savez. Ok. Ouais, mais il est pas mort. Non, non, du coup, il est pas mort. David, c'est... Oh, le mec a pas tué son fils, il a pas rentré dans le rôle jusqu'au bout. Franchement, il abuse. Cependant, Acteur studio de merde. pour nuancer un peu les propos de Thibaut, je suis globalement d'accord hein, sur ce point de vue. Par contre, je trouve que la scène où il parle de son fils et de sa mort et tout au gamin en milieu de film, la scène marche bien, quoi. La scène marche bien et il joue bien. Ouais, mais c'est pas lui tant qu'il porte cette scène, c'est le gosse. Ouais, je sais pas. Ah, je trouve que le gosse c'est bon. Hein. Moi je les ai trouvés tous les deux bons dans cette Moi, scène. je trouve tous les deux bons. Ouais. Mais je pense qu'en fait, cette scène marcherait beaucoup plus en tant que séquence, en tant que moment isolé du film et en tant que partie d'un tout, si tu savais pas exactement tout dès le départ, en fait. Et parce que il te balance ça un peu comme une grosse révélation en mode waouh et tout, son fils il est mort et tout. Les spectateurs sont quand même pas si cons en 2020, ils ont fait les liens, tu vois, genre ils ont pas besoin de quelque chose d'aussi bête et méchant pour comprendre. Et après, bah effectivement, Hemsworth et le gamin le jouent relativement bien, mais genre ça enfonce le clou à un niveau, enfin ça passe à la planche du dessous, quoi. C'est pas très intéressant, enfin en tout cas pas bouleversant pour reprendre le terme. Je suis pas bouleversé, quoi. Ouais, mais après, de toute façon, le synopsis, ça a le mérite de pas spoiler le plot twist, le twist de comment il en revient à se retrouver contre tout le monde au sein du film, quoi. De quoi? Il y a un twist là-dessus? Bah, le retournement de Sadju, enfin, le pourquoi sa mission part en couille. Ouais. C'est pas à spoiler dès le synopsis, quoi. Ouais, mais ça C'est aussi. tellement anecdotique, franchement. Ouais, c'est clair. Je l'ai jamais perçu comme un twist là où ça aurait pu l'être. Mais je trouve que ça arrive tellement tôt et de manière tellement brutale que ça n'a aucune incidence au final sur le récit. Je l'accepte aussi vite que Chris Hemsworth a un Death Wish et son fils est mort, quoi. Donc, je sais pas. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment au premier degré. On dirait que Joe Russo il a pris son petit stylo, il a marqué dans un coin de la marge. Ouais, alors là, en fait, c'est le mercenaire indien qui arrive et il tue les copains et attention, twist. Mais c'est à peu près ça, quoi. C'est pas travaillé comme tel, je trouve. Et Mais ensuite, il a écrit bagarre, bagarre, voiture, bagarre, bagarre. Peut-être aussi, ouais. Rato, effectivement. Mais sachant que le mec s'appelle Tyler Rato, c'est quand même. mais oui, mais j'ai kiffé exceptionnel. du coup. Le petit Rato. Pourquoi quelqu'un aurait un râteau en pleine ville dans un appartement? La question se pose. Pour qu'on puisse tuer quelqu'un avec un Rato. Ok, je l'accepte. Parce que ce finish était assez cool. Mais non, il manque complètement d'impact, quoi. T'as vu Ouah. la fin de Oui. Gangs of London Mais oui, mais avec bien la sûr, machette? mais bien sûr, S'il vous plaît. mais David, on peut pas. Tu l'as dit toi-même, ça tient pas à la comparaison, donc on va pas la faire nous-mêmes, tu vois. Genre, on va pas Ouais, tomber mais dans ce piège. quand tu vois que il essaye de copier, bah, juste, tu vois, le combat aussi avec les couteaux, c'est super, c'est The Raid, quoi. Vous allez pas en vouloir au film d'être sorti le même jour qu'une série, quoi. C'est pas, Non, mais c'est pas non, mais spécialement effectivement, mais après, comme dit David, Manu, genre si tu compares ce finish au râteau, par exemple au finish de Hugo Weis dans le premier The Raid quand il éclate un type sur le reste d'une porte, tu sais, quand il l'empale là-dessus, tu sais, en se jetant au sol. Je veux dire, ça a 100 fois plus d'impact en termes de design sonore, de mise en scène, même en fait l'absence de musique et tout. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait que Tyler Rake, ça reste une bonne imitation, tu vois, et ça arrive jamais à inventer son propre truc, sauf comme tu l'as dit, Manu, quand il y a effectivement ce changement de point de vue au sein d'un même plan séquence qui fonctionne quand même assez bien, et qui en tout cas de mémoire est un truc que j'ai pas forcément l'habitude de voir. Donc rendons à César ce qui est à Tyler Rake. On va faire un petit point, on va énumérer quelques points forts et quelques points faibles. Tiens, t'as un petit point fort, Manu, sur le film? Bah, le point fort, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur
sur ce que vient de reciter Thibaut sur ces changements de point de vue. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, et point faible, je te le dirai tout de suite, on l'a dit aussi tout à l'heure, la caractérisation du personnage, les clichés dans la caractérisation du personnage, je trouve ça assez dur à accepter, quoi. Je vais revenir avec parce que j'ai une belle citation. Mhm. Thibaut, t'as un autre point fort? Parce que moi j'en ai un. Ouais, vas-y. Moi, c'est le charisme des acteurs. Ouais. Tous, autant qu'ils sont, en dépit du fait que le scénar est assez léger, pour le moins, je trouve qu'ils sont tous charismatiques. Même le patron du cartel du Bangladesh, là Amir. Alors bon, à ces scènes où on voit que c'est un méchant parce qu'il jette des enfants par-dessus les maisons, c'était horrible. Mais je trouve, je trouve qu'elle a une belle présence. Ok. Après, son jeu et ce qu'on lui fait jouer, c'est pas terrible, mais je trouve que, il a une belle présence, quoi. Ils ont tous des bonnes gueules, quoi. Enfin, tu vois, au sens vraiment charisme de la chose. Parce que Goldschmidt, Farahani, l'actrice, Je la trouve géniale. ouais, je trouve qu'elle fait un joli pendant à Rebecca Ferguson dans Mission Impossible. Ouais, ont beaucoup moins développé, mais bon, quand on sait ce qu'ils ont fait d'elle avec Fallout, je peux pas vraiment en vouloir à ta comparaison. De toute façon, toute l'équipe est pas très développée, elle est là pour être utilisée quand il y en a besoin, quoi. Mais ce qu'on en voit, ça marche. Si ce n'est Gaspard. Gaspard ne marche pas du tout. Gaspard Notre cher ami de... David comment il Harbour. s'appelle Oh mon dieu. Ouais, David David Non, lui, c'est horrible. C'est mon point. Ouais, pour moi, c'est le gros point noir du film, en vrai, c'est ça. En plus, ça se passe juste au milieu. Je trouve que David Harbour est tout pourri. Et Dans la vie en général ou juste là? dans la vie en général, en tant qu'acteur. Mais Il a je comprends pas la hype sur cet acteur. Mais bon, après, c'est personnel. Mais je trouve que, en plus, que le fait que ça se trouve juste au milieu du film et que ça soit vu à 100 lieues, et mal joué, du coup, quitte à faire un truc pas original, essayer de bien le tourner, quoi. C'est clair. T'as un point fort alors, Thibaut? Je voulais juste embrayer après ce que tu disais sur les différentes gueules et le charisme des persos. Que je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, le mec qui joue G, je crois que son vrai nom c'est Gaëtan, le sniper de l'équipe, justement. En fait, c'est le réalisateur. C'est Sam Hargrave. Ouais, c'est lui. Voilà. Okay. J'ai regardé un petit making-of et j'ai reconnu sa barbe glorieuse et voilà, qui joue aussi un rôle dans le film. Petit rôle, mais... Des liens. Il snipe des gens. Exactement. Voilà. Et un autre point fort, je sais pas, c'est peut-être le moment où on rentre un peu dans le détail du plan séquence. Je sais pas. Je trouvais que... oui, de toute façon, c'est l'un des points forts. Ouais, même si ce après, n'est on le pourra point revenir fort. sur certaines scènes, mais... c'est quand même assez cool parce que déjà ça se passe à travers plusieurs éléments de décor, sur plusieurs modes de transport. Donc ça commence en voiture avec toujours plus de véhicules qui coursent du coup Tyler et le petit gamin qu'il est chargé de protéger. Là on retrouve vraiment ce qu'a fait Gareth Evans dans The Raid 2 et pour le coup je trouve que l'imitation du coup dépasse un petit peu, va pas dépasser le maître, mais s'invente un peu sa propre mythologie, si j'ose dire, parce que ça joue vraiment avec la géographie des lieux et les différents bâtiments et tout. Si vous allez voir sur YouTube et que vous tapez Extraction Making of, vous allez voir comment ils ont filmé cette scène. Donc c'est une espèce de gros buggy avec justement du coup le réalisateur qui est accroché avec des sangles sur le capot du buggy et qui en fait du coup est entre les deux voitures pendant toutes les courses poursuites. Donc c'est-à-dire qu'à un moment il y a Chris Hemsworth qui fait un dérapage sur la gauche et la caméra rentre dans la voiture. Et ben lui il est sur le buggy et si le gars freine trop tard il passe à travers la bagnole, donc c'est globalement assez dangereux ce qu'il fait, mais c'est plutôt classe et ça rappelle ce fameux b-roll de The Raid où t'as les gars qui se passent la caméra sur l'autoroute à je sais pas combien à l'heure, donc chapeau à lui et à toutes ses équipes pour avoir du coup coller le plus possible à ce que Gareth Evans avait fait et inventé avec cette séquence, même si je crois qu'on l'a revu depuis dans d'autres films, mais ça a vraiment de la gueule et surtout on sent que c'est aidé par la technologie, mais il n'y a jamais ce côté étrange, je trouve, dans les raccords numériques que tu peux avoir dans d'autres films, par exemple de Villainess, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a toute une scène en moto qui est hyper réputée et tout, mais qui moi je trouve est pas du tout naturelle en fait. Ces effets de zoom pour camoufler les raccords numériques qui je trouve fonctionnent pas du tout. Et là pour le coup, faut saluer le fait d'avoir vraiment réussi à ancrer la scène dans un côté très réaliste, assez rugueux et tout, très poussiéreux, parce que du coup les bagnoles aussi vont soulever comme ça plein de textures autour d'elles, et puis après ça se poursuit dans un bâtiment avec beaucoup de bagarres, couteaux, pistolets
et que sais-je. Il y a juste des trucs que je trouve parfois assez dommages dans cette séquence et dans tout le reste du film d'ailleurs, mais c'est que tout simplement les gunfights, comme David l'a rappelé, manquent un peu d'impact, et par moments c'est là que je parle de John Wickisation pour ma part. C'est t'as les mecs qui rentrent dans le champ et ils se font dégommer parce que pendant 30 secondes tu voyais plus Tyler, et d'un coup ils rentrent dans le champ avec un flingue. T'as deux types qui rentrent dans l'autre côté du champ et ils se font shooter avec deux balles de 9 mm, et hop ils passent aux deux suivants. Et en fait je trouve que c'est pas parce que t'en mets plus que c'est plus impressionnant, et que limite plus le film a tendance à faire ça et moins j'ai tendance à trouver ça cool et dangereux en fait pour le personnage principal. Donc c'est assez bizarre parce que c'est à peu près la séquence que j'ai préférée dans le film. Elle dure 11 minutes 30 d'après IMDb. Donc mais sur la fin je trouvais que c'était limite presque trop, parce que ça commençait un peu à se perdre dans le too much. Je crois qu'il y a notamment un moment où il fait un rechargement impossible, tu sais, où il chope un chargeur sur son gilet de combat, et il recharge sur le mec. Là, c'est vraiment de la John Wickisation qui marche bien avec Keanu Reeves, parce que le mec est en costard, il a la cravate qui flotte et tout. Il y a un côté hyper graphique quand il fait ses rechargements très cool qui ont fait la signature de John Wick. Je trouve que là, dans le contexte plus réaliste et militaire du truc, ça marche moins bien en fait. Je trouve juste qu'en fait, ça devient même presque super-héroïque, quoi. Sachant qu'on a tout de suite toujours la comparaison Chris Hemsworth, Thor, etc. Donc ça me sortait un peu du film. Mais à la base, c'était censé être un point positif, donc je vais m'arrêter là. Bon, on va passer au point faible, à moins qu'il y ait encore d'autres points positifs, mais moi j'en vois pas. Enfin, parce qu'on tourne quand même autour de l'idée que l'un des points forts, c'est quand même la réalisation. Ouais. Parce que au-delà, après le reste, c'est un peu plus La léger. réal, les acteurs, voilà, c'est. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qui fait la grosse partie du film, hein, parce que, enfin, avec les scènes d'action du coup, parce que, comme je le disais au début, le scénario est assez simple. Ça cherche pas à être beaucoup plus que ça en fait, donc c'est juste dans l'exécution, ça se passe bien. Donc allez, je vais passer tout de suite à un point faible, et je vais citer une réplique du film qui est dite par l'enfant. Alors quand un enfant dit lâche des citations de livres, tu te dis J'ai pensé à toi exactement cette scène, David. Ah ouais. Ouais. Je me suis dit ça va pas passer. Et encore, ouais, non, c'est pas passé. Je vais pas. Ne mens pas. Ok. Donc la citation, je laisse parce que je la reprends à mon compte. Tu sais, on ne se noie pas en tombant dans la rivière, mais en restant immergé dedans. Et je me suis dit, bah ouais, mais ça marche aussi pour les poncifs pour ce film. Je sais pas s'il est resté immergé dedans ou s'il a juste plongé dedans, quoi. En fait, la citation, elle est beaucoup trop à partir du moment où t'as déjà exposé le fait que le personnage reste sous l'eau, limite à attendre de se noyer, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu l'as montré d'un point de vue réel, essayer de faire de la métaphore dessus, ça marche pas, quoi. Mais surtout qu'ils le reprennent à la fin, quoi. Bah oui, c'est ça, j'allais y venir à la scène du plongeon, etc. Et je la trouve, encore une fois, pas du tout naturelle. C'est vraiment un truc de scénariste que de dire je vais connecter mes personnages avec une réplique qui parle d'eau, et on va avoir les deux personnages principaux qui vont se retrouver à un moment sous la flotte. Alors ok, ça peut créer un peu une image, une métaphore qui peut être jolie, mais en fait si le gamin a aucune raison d'être à la piscine et de faire des grands plongeons, bah en fait non, ça marche pas. Tu sens que c'est juste artificiel et que c'est un truc qui est marqué dans le scénario pour forcer un peu la connexion entre les deux personnages qui, à mon sens, devrait plutôt naître par exemple de l'alchimie entre les deux acteurs qu'il y a par moment. Mais ça m'a fait penser, tu vois, par exemple il y a une scène un peu similaire dans Bumblebee. Mais du coup, c'est parce que l'héroïne, elle est championne de plongée, et c'est son père qui l'a initiée. Et depuis que son père est parti, elle ose plus pratiquer son sport. Donc, à la fin, elle le refait, et ça a du sens en fait, parce que c'est son traumatisme à elle en fait. Alors que là, ça force, c'est comme si le traumatisme avait été dupliqué sur le gamin, et je sais pas, ça a pas trop de sens en fait. Genre, l'image fonctionne, tu vois, je comprends ce que Joe veut nous dire, mais j'ai du mal à l'accepter. Je trouve ça très, très premier degré, quoi. Je trouve ça assez étonnant en plus, parce que je trouve que le film mélange des sous-entendus, enfin des trucs assez subtils avec des trucs hyper dégueulasses comme ça. Tu penses à quoi en subtil, par exemple? Enfin, c'est pas forcément subtil, mais bien fait en fait. Au tout début du film, quand tu le vois, le gamin s'amuser avec ses potes, enfin il est dans la vie civile, il s'amuse avec ses potes, d'un seul coup il rentre chez lui et tu sens
avant même de connaître sa situation familiale, en fait, tu sens que dès qu'il arrive chez lui, ça rigole plus et c'est la solitude et tu vois, c'est. Ah, bien trouvé, ouais. Et tu découvres, enfin, tu vois à ce démarquage où il sort de la voiture et il est chez lui. Tu vois le démarquage de des deux faces du personnage où d'un seul coup c'est plus la joie. Et je trouvais que ça marchait vachement bien et c'est vraiment dans les premières minutes du film, hein, puisqu'on commence avec lui. Ouais, Et ouais. derrière t'as des trucs où ils sont obligés d'exposer à l'oral des trucs que t'as déjà vus justement, qui sont tartinés. J'ai l'impression qu'il y a enfin de toute façon il y a deux personnes qui ont écrit ce film, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément consultés sur la cohérence sur la subtilité des choses. Ouais, Peut-être. enfin, on en revient toujours à ce défaut de scénario, quoi. Enfin, Joe Russo, faut qu'il lâche son stylo, quoi. Ouais, je sais pas s'il faut qu'on soit si dur en fait avec le scénario, parce qu'il y a plein de films d'action qui tournent sur des timbres-postes, et c'est pas parce que c'est facile à résumer que c'est facile à écrire ou quoi que ce soit. Le problème avec ce film-là en particulier, je trouve que c'est justement presque trop écrit. C'est-à-dire que comme Manu le fait remarquer, il peut avoir des scènes qui sont beaucoup plus subtiles ou paraissent beaucoup plus naturelles. Et à l'inverse, t'as des trucs qui sont vraiment au forceps, quoi. Le parallèle sur le plongeon, notamment, ou la réplique du gamin. Donc, je trouve que c'est dommage, en fait, de pas invisibiliser l'écriture au profit juste, en fait, du mouvement dans un film d'action, quoi. Je trouve que du coup c'est assez bizarre, c'est que l'écriture elle est très présente par moments et à d'autres, notamment par exemple sur sa construction en acte ou ce genre de choses, bah, j'aurais voulu que ça soit un peu plus fort pour que il y ait vraiment une montée en puissance au sein du film que moi personnellement j'ai pas ressenti. C'est-à-dire quand on arrive au troisième acte et à la scène d'action sur le pont, j'ai juste l'impression que c'est jamais qu'une autre scène d'action, elle est pas forcément plus importante dans ma tête, ou en tout cas elle me paraît pas plus importante quand elle se déroule devant mes yeux, ce qui est un petit peu dommage. Donc je sais pas Joe Russo ce qu'il doit faire, mais peut-être faut lui jeter la pierre, hein, j'en sais rien, mais effectivement peut-être ça aurait mérité d'être un peu mieux dosé, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, Ouais, mais oui, c'est moi vrai. je suis complètement d'accord. Enfin, j'ai eu l'impression que le ride d'action, c'est le même du début à la fin, même s'il y a des prouesses de réalisation. J'ai pas senti, par exemple, comme dans John Wick 3, où à un moment j'ai eu des moments d'exaltation tellement forts que le reste a Comptait plus, complètement a été balayé parce que ça retombait, quoi. Là, c'est tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Tu suis Chris Hemsworth, ça tire, il prend un peu de voiture, ça tire. Et le problème, c'est que il te manque de la matière, quoi. Il te manque soit de l'horreur, soit parce que tu vois que quand il y a la période de pause, tu sais qu'ils vont faire du larmoiement. Tu te demandes pourquoi, d'ailleurs. Et les acteurs s'en sortent comme ils peuvent, parce que comme j'ai dit, je les trouve assez formidables, tous autant qu'ils sont. Mais ça a qu'un seul rythme, quoi, assez plat, quoi. Je suis assez d'accord. Ouais. Je comprends ce que vous dites. Après, moi, je l'ai moins ressenti de façon. Enfin, dans l'ensemble, le film, je l'ai ressenti beaucoup plus fun. Enfin, pas fun, mais beaucoup plus. J'ai moins cringe sur ce que vous avez l'air d'avoir cringe. Ouais. Ouais. On peut le résumer comme ça, mais genre, limite, en fait, ça tient peut-être au contexte, et si tu me permets d'embrayer sur un autre point Vas-y, négatif, vas-y. David. Mais moi, un truc sur lequel on s'est pas mal interrogé, parce que je l'ai regardé avec Phobos, qui est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé par la suite. C'est tout l'aspect un peu politique slash réaliste du film, parce que contrairement à un John Wick qui se passe vraiment dans un monde alternatif où New York est exclusivement composé d'assassins, là on est en Inde et au Bangladesh avec certaines formes de réalité qui est invoquée, l'idée que toute une ville puisse se retourner contre Chris Hemsworth. Il y a notamment une scène qui est assez étrange parce qu'elle est à la fois marrante, mais en même temps elle devrait pas l'être, où il se fait attaquer en gros par ce qu'on pourrait comparer à des enfants soldats, et il leur file des claques et les gamins volent 3 mètres dans les airs parce que c'est Chris Hemsworth, c'est qu'il est trop fort. Je me suis bien marré sur cette scène. Mais en fait, du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que contrairement à des films, on va dire, plus légers, voire à des films qui vraiment vont appuyer sur le contexte politique, Tyler Rake ou Extraction, il fait pas vraiment de choix. J'ai un peu l'impression que pour lui, le Bangladesh et l'Inde, c'est la nouvelle arène de combat, tu vois, du moment.
on va se bastonner là-dedans, on va pas trop réfléchir sur qui on tire et comment toute la police et toute la populace locale peut être mise à profit, comment une escouade de mercenaires peut dégommer un hélicoptère avec un lance-roquette sur l'épaule en plein milieu d'une frontière, et ce genre de choses, tu vois. Et je suis pas en train de vous servir un discours à base de c'est pas réaliste, en géopolitique ça marche pas comme ça. C'est pas du tout ça. Simplement, je trouve ça dommage que justement dans l'écriture, encore une fois, il y a un problème de dosage. C'est-à-dire, limite, il faudrait presque plus exalter le côté sacrifice de Chris Hemsworth, quitte à ce que ça soit totalement ce qu'on appelle le cliché du white savior, quoi. C'est le blancos, le white qui débarque et va sauver les Indiens qui, les pauvres, sont tous des criminels. Ou limite aller plus dans le côté débile et je sais pas, nous dire que c'est des pays fictifs et limite ne pas aller chercher ce côté réaliste que le film évoque de temps à autre, parce que quand le film se termine, tu dis quand même ouais, c'est assez étrange en fait ce qui vient se passer. Alors c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le sentiment d'exaltation dont parle beaucoup David, et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis là justement David. C'est que j'arrive pas tellement à me dire ouais c'est cool ce qui se passe, parce que je sais qu'il y a tout un tas d'impacts derrière. Ils ont essayé un peu de rafistoler ça avec le personnage de Saji, c'est ça? J'ai dit Sadju. Du coup en donnant un équivalent indien à Chris Hemsworth. Mais c'est pareil en fait, c'est un personnage qui est assez artificiel, qui est en gros un clone du personnage de Chris Hemsworth, puisqu'il a à peu près la même histoire. C'est un ancien militaire, lui il est tombé dans le crime, mais bon, le mercenariat, voilà, c'est pas non plus une carrière hyper respectable. Et il a une famille qu'il veut protéger, donc lui il peut encore le faire contrairement à Chris Hemsworth, mais c'est à peu près la seule chose qui les différencie. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais au début du film on nous dit qu'il a un contact sur place qui se révèle être plus tard David Harbour. Moi j'avais compris en fait que c'était ce Sadju, et donc j'étais presque en fait déçu que quand ils s'affrontent et qu'ils commencent à se battre, ils se reconnaissent pas. En plus il porte un masque au début, donc je me suis dit ouais à un moment il va enlever le masque et il va se rendre compte que je sais pas, c'est un mec avec qui il a fait une opération conjointe il y a quelques années de cela, et maintenant ils se retrouvent tous les deux de deux côtés d'une même mission, et ils vont devoir apprendre soit à s'affronter soit à collaborer, ce qui est le cas dans le film, mais du coup il n'y a pas vraiment de contexte, c'est-à-dire que s'ils se parlaient, la situation pouvait être désamorcée beaucoup plus rapidement, et au final il a communiqué son équipe, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais ils finissent par se causer. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est autant de petits éléments comme ça qui, moi, me font dire que le film, il joue quand même sur un certain nombre de réalités sans forcément en accuser le coup, quoi. Et je trouve ça un peu malhonnête, en fait. C'est-à-dire que, quitte à me faire une vraie histoire de sacrifice, vas-y à fond, même si c'est un peu problématique. Ou alors, va à fond dans le côté fun et débile qu'on peut avoir dans un John Wick 3, par exemple. Mais moi, j'étais un petit peu gêné par moment quand je me disais, bah là, il est en train de fracasser des gamins qui ont 20 ans, qui sont obligés de se couper les doigts pour survivre. Enfin, tu vois, il y a quand même 2-3 trucs comme ça où j'étais pas super à l'aise. Et sans forcément servir à un discours de faut aller dans le réalisme jusqu'au bout à chaque fois. Je pense que le film aurait pu être mieux écrit ou avoir un peu plus d'impact là-dedans. Et à ce moment-là, je pense qu'on aurait eu peut-être de vrais sentiments, quoi, au moment du sacrifice, au moment des différentes épreuves qui sont proposées à nos deux héros, quoi. Le seul moment qui, je trouve, fonctionne là-dedans, c'est quand le petit, du coup, est obligé de se servir d'une arme et finit par le faire. Je trouvais que c'était intéressant parce que là, c'était troublant et ça amenait je trouve, de vraies questions, mais... À part ce moment-là, j'ai l'impression que le film a limite pas le temps de proposer ce genre de respiration, et pas parce qu'il va à 100 à l'heure, mais vraiment parce que ça l'intéresse pas, il préfère tracer tout droit, et si ça vous plaît, tant mieux, hein. Enfin, je peux concevoir que ça soit hyper divertissant, moi-même j'ai été diverti, mais je trouve ça dommage en fait de pas aller jusqu'au bout, et limite de considérer que le coin n'est jamais que la dernière map de FPS à la mode, quoi. Mais de toute façon, il traite le contexte comme il traite les personnages. C'est aussi légèrement traité, quoi.
Ouais. Non, mais ça pourrait être léger, mais divertissant ou drôle ou tu vois, genre volontairement parodique. Je sais pas. Il y a un truc qui fait que en voyant le film, j'avais l'impression que des fois ça voulait être très réaliste, plutôt sombre et brutal en fait dans sa façon de présenter les différents rebondissements et pas que l'action, mais juste aussi ce qui arrive à nos personnages. Et à d'autres moments, on oubliait et puis c'était pas grave si Chris Hemsworth commençait à massacrer des policiers avec un lance-grenade, tu vois, je sais pas. Et du coup, je pense pas que tu puisses jouer sur les deux tableaux tout en restant honnête, mais c'est juste mon avis quoi. J'ai adoré dans le film une réplique où le gosse il dit mais il fait ouais mais donc il fait tu sauves des vies tout ça, enfin tu me sauves quoi. Et Chris Hemsworth laisse suggérer que non, des fois il tue des gens. Et je me suis dit mais le gosse il a pas vu que depuis 20 minutes là il y a Il tuait des gens. il y a boucherie sur boucherie. Mais là, c'est des PNJ, ça. C'est... Ah oui non mais c'est à mort, c'est ça, mais c'est des goons, c'est en ça où ça manque de corps dans l'adversité. Et moi c'est c'est l'un des points faibles, c'est que jamais tu crains pour Chris Hemsworth. Ouais. Pendant les 95% du film tu te dis bon bah il va tirer, il va traverser les obstacles et jamais tu te dis il va mourir quoi. Mais jamais. Keanu Reeves dans John Wick, tu le vois vraiment impacté par ses actes quoi. Et pour aller vers d'autres exemples, David, parce que je trouve qu'effectivement ce corps dans l'adversité, c'est ça que tu as dit, je sais plus quelle était ta formule, mais je la trouve vraiment très très juste. C'est que du coup je trouve ça dommage en fait qu'il n'y a pas d'impact en fait, au-delà de l'impact physique, parce que de temps en temps il est blessé, il faut qu'il recharge ou que sais-je, mais c'est-à-dire qu'il y a la police, puis la population, puis les jeunes, etc., qui se retournent contre lui. Il est censé avoir une équipe de l'autre côté de la frontière, mais il n'y a pas d'aller-retour. On lui dit de lâcher le gamin plusieurs fois, mais c'est à peu près tout. Et en fait, on lui dit jamais, mec, là, t'es en train de passer un cap ou t'es en train de tirer sur des policiers qui peut-être sont corrompus par un baron du crime local, mais eux aussi ont des familles, etc., etc. Et en fait, il n'y a jamais ce paradoxe-là qui est inhérent, je pense, au personnage de Tyler Rake. Il est jamais mis en avant, c'est-à-dire que lui c'est un père de famille qui a perdu son fils, ça l'emmerde pas de faire la même chose, et c'est le gamin qui est obligé de lui dire mon père il fait ça, mon père des fois il revient du boulot et je sais qu'il a privé un fils de son père, mais Tyler Rake fait la même chose. Donc ouais, en fait mais c'est pas un criminel, et potentiellement tu pourrais même aller vraiment dans le discours politique un peu gaucho de base et dire c'est pas un blanc, donc c'est pour ça lui c'est un méchant quand il tue des gens. Tyler Rake il a le droit. Et pourtant, je pense que tu peux grave faire un film qui joue sur ces tableaux-là, et ça sera pas forcément moins problématique, mais ça aura plus d'impact. Je prends des films comme La Chute du Faucon Noir ou Les Larmes du Soleil. À chaque fois que les mecs se retrouvent piégés, qu'ils commencent à tirer sur de plus en plus de gens, il y a la population qui fond sur eux, etc. Ils savent qu'ils sont en train de passer un cap pour sauver telle ou telle personne. Ils savent qu'ils font des pas vers l'enfer, quoi. Ils vont de plus en plus loin et que leurs idéaux, leur moralité, elle devient flexible, tu vois, au fur et à mesure du film. Et ça leur fait du mal. Ou alors, le spectateur commence, lui, à se faire du mal en essayant de réfléchir. Est-ce que j'irai jusque-là, tu vois? Et je trouve que dans Tyler Rake, tu te poses jamais de questions, quoi. Comme ouais, vous disiez, c'est des goûts. Après, je pense aussi, quand tu dis les flics, enfin, ils tuent des mecs qui sont aussi des pères de famille. Je pense que la distanciation morale, on va dire, la différence morale qui se fait et qui est suggérée, c'est juste que le père de merde, comment il s'appelle, Ovi, quand il a tué des mecs, ils ont pas forcément demandé, tu vois. Alors que là, les flics, c'est peut-être des pères de famille, mais ils ont décidé de venir s'attaquer à lui. Et du coup, ok, ils ont fait leur choix à un moment. Donc lui, il joue la règle du jeu, mais alors certes, les deux tuent, mais il y en a un qui quand même impose beaucoup plus son envie de tuer aux autres, quoi. Ouais. C'est le discours sur la violence légitime ou non, mais bon, bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est ça, non. Je dis juste qu'il y a une diff quand même. Ouais, à la rigueur, ça peut s'entendre, mais tu vois, genre, je trouve ça assez étrange, notamment dans ce troisième acte et cette dernière scène où il traverse un pont, où il y a des civils, etc., et que la question, elle soit jamais vraiment posée, quoi. Alors que typiquement, s'il y a un endroit où tu pouvais, tu vois, faire 2-3 pas en arrière, prendre un peu de recul et te dire, attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire notre personnage principal, je pense que c'était là.
Après, très clairement, ce que le film te dit dans son écriture et de sa mise en scène, c'est que c'est pas notre problème et nous, c'est pas le sujet qui nous intéresse. Mais c'est là où je trouve que c'est une position difficile à tenir parce qu'à partir du moment où tu poses tes caméras sur place et que tu utilises le contexte local, c'est bien quand même d'aller un peu plus loin que le bout de ton nez. Mais ça, après, c'est un paradoxe. Je parlais de paradoxe pour Tyler. J'ai les miens aussi. C'est-à-dire que ce genre de film, ça me divertit. J'aime ça. Fondamentalement, j'aime ça. Mais je sais très bien que j'ai aussi une conscience morale et ou politique qui me fait dire que, ouais, en fait, c'est peut-être pas si cool ce qui se passe à l'écran, tu vois. Mais bon, Mais même au-delà de ça, il y a une conscience aussi narrative. Là, on est dans un problème, c'est que ce film, c'est presque construit comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu tires, le contexte, le décor, les goons n'ont aucune valeur et n'ont que d'intérêt que de recevoir la balle que tu vas tirer. Et que là, le personnage tire. Bah, allez pas C'est là, encenser le John problème. Wick et critiquer ce film-là sur ce point, alors que c'est un copier-coller dans le style, tu vois. Le nombre de goons que John Wick bute, alors que c'est littéralement des personnages de jeux vidéo, c'est la même chose. Il y a juste un ou deux boss finales dans John Wick. ouais, mais du coup, tu l'as dit, c'est littéral en fait. C'est-à-dire que dans John Wick, tu acceptes d'emblée que à partir du moment où tu as les espèces de gangs ancestraux d'assassins, que en fait, bah, c'est des goons et on s'en fout, quoi. Alors que là, c'est des vrais humains. Enfin, je trouve que c'est pas moins des vrais humains dans John Wick, parce qu'ils sont joués par des êtres de chair et de sang. Mais c'est juste que là, je sais pas, il y a cette espèce de supplément qui dit ouais, c'est des enfants. Tu vois, par exemple, tu t'intéresses avec ce personnage d'ado qui va travailler pour le grand baron du crime local, tu t'intéresses quand même à la vie locale, j'aurais envie de dire. Et lui, c'est pas un goon, tu vois. Mais ses potes, quand ils attaquent Chris Hemsworth, ça devient drôle. C'est comme si c'était un peu des goons, tu sais, low level. Chris Hemsworth, il est au level 30, là, t'as des mecs de level 5 qui viennent t'attaquer et tu rigoles, quoi. Et je sais pas si on devrait en rigoler. Donc c'est là où je suis un peu gêné, tu vois. Mais bon. Ça reste divertissant, hein, Chris Hemsworth qui met des tartes à des ados, tu vois, c'est... Il y a un impact, là, pour le coup. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est cette scène qui amène au fait qu'au final, il se fait buter, entre guillemets, par ce gamin, en l'occurrence. Ouais, mais c'est assez étrange parce que... Est-ce que t'avais deviné que ça allait en arriver là ? Je me permets de vous poser une petite question, les gars. Parce que quand on voit cette scène et qu'elle est traitée de manière assez légère, tu te dis, c'est pas ce perso-là, tu vois, qui va conclure l'histoire de Tyler. Bah, pas dans cette scène-là, mais dans la scène d'après, où il dit quand vous l'aurez, c'est moi qui... Enfin, je veux être celui qui tire la balle. Ouais, ça ok. commence à suggérer un petit peu des choses, quoi. Ouais, peut-être ça commence à suggérer des choses, mais je sais pas, je trouve que là encore une fois, c'est juste l'écriture qui te dit ce personnage va terminer Tyler. Tu vois, c'est vraiment avec des insignes lumineux partout autour de la réplique, effectivement. Mais encore une fois, c'est un peu, je trouve Mais c'est c'est un peu même pas- artificiel, faut pas même pas le forcément voir en légitime en fait. Et t'as d'autres films, je pense à voilà ces deux exemples qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, donc ça va pas tout à fait se traduire dans notre podcast là tout de suite, mais tu vois, dans des séries comme Band of Brothers, t'as l'impact, tu vois, d'un soldat américain qui tue un soldat allemand qui a 17 ans, tu vois, et qui après voit dans chaque gamin qui sauve cet ado qu'il a flingué sur un champ de bataille. Dans Il faut sauver soldat Ryan, il laisse partir un Allemand et c'est cet Allemand là qui la scène de bataille suivante va tuer un des personnages. Donc il y a une forme de légitimité en fait dans ce qui est présenté et c'est plus naturel en fait, je trouve ça plus fluide. Alors que là j'ai l'impression que on va te faire rigoler avec l'ado, puis après on va te mettre une réplique pour te faire croire qu'il est vraiment très sérieux, et puis à la fin on va montrer qu'il est vraiment très sérieux. Et je sais pas, je trouve que c'est plus laborieux en fait. Enfin, il y a quand même moi je vois un message derrière ce perso quand même, c'est qu'au final tout l'enjeu du film, c'est qu'à cause de la mort de son fils, il se refuse à ne pas sauver un gamin qui est pourtant un fils de criminel. Et au final, il se fait buter par un mec par un gamin qui, lui, est criminel à cause de sa pauvreté, tu vois. Donc, limite, t'as un petit message politique derrière ça, c'est que... C'est pas super clair, si. Je sais pas. Ouais, on n'est pas loin de la surinterprétation, mais depuis un moment quand même. Ouais, parce que le film veut pas non plus aller dans ce genre de débat, mais je trouve ça intéressant qu'on aille justement dans ce que disait le Manu. fait que... Enfin, l'ironie du fait que ça soit des gamins qui finissent par l'attaquer, alors que lui, il est là pour sauver un gamin, et que c'est pour ça qu'il se met dans la merde, je pense que c'est quand même explicité dans le scénario, je pense. Ouais, effectivement. Alors, on va passer un petit peu sur Chris Hemsworth en particulier. Et est-ce que Chris Hemsworth, il vaut un Stallone, un Schwarzy ou un petit Kinou ?
Un quoi? Il a pas la même carrière. Un petit Kinou. Ah, d'accord. Tu m'as perdu. J'ai mis 5 minutes à comprendre un petit Kinou. Un petit Kinou. J'étais là, genre, petit Kinou, pour moi, ça s'écrivait P-T-I-K-I-N-O-U, tu vois. Genre, je visualisais un Pokémon ou un personnage d'Animal Crossing maximum, tu vois. Mais ok, un petit Kinou, pourquoi pas. Je Non, sais mais pas. dans le film, hein, pas dans la carrière. Après, Dans- on reviendra d'ailleurs un petit peu sur la carrière. Bah, c'est quand même le retour des films d'action où on va les voir juste parce qu'il y a un acteur qui endosse le rôle principal, non? C'est quand même un... Enfin, je sais pas, je suis assez nostalgique, je dirais, de cette Perso, époque. moi, je l'ai trouvé solide. Hein. Ah oui, moi aussi, je le trouvais solide. Est-ce qu'il n'était pas meilleur chez Michael Mann? Non, mais tu sens qu'il cherche son véhicule, c'est-à-dire que tu vois qu'il produit le film, et tu sens que, un peu comme Tom Cruise ou un peu comme Mark Wahlberg, dont je parlais tout à l'heure, tu vois qu'il cherche à se faire un véhicule à travers ce film de sa carrière, quoi. Comme The Rock fait avec toute sa carrière. Ouais. Bah, tu le vois justement dans le making-of, le réalisateur a l'air de dire que vu que c'est un athlète un peu accompli, il peut se permettre de le pousser et d'aller aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il commence à avoir suffisamment d'expérience en tant qu'acteur. Il a fait quand même. Alors c'est vrai qu'il est souvent casté soit pour sa physicalité, soit pour le côté comédique. Mais je sais pas, je commence à sentir un poids, tu vois, derrière son regard et ses répliques, quoi. Il y a quand même une expérience qui a été créée qu'il avait peut-être pas justement à l'époque de Michael Mann, mais que tu commençais quand même à voir apparaître cette espèce tu vois, de gravité derrière tous ces mouvements et tout. Donc vu que là encore il est encore bien balèze, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais je le vois bien faire une carrière à la Stallone ou à la Schwarzy. Hein. Si, quitte à choisir, je pense que c'est vraiment l'acteur, en plus, contrairement aux deux autres, qui a une palette de jeux qui est beaucoup plus large et qui pourrait vraiment travailler sur ces aspects-là. Et d'ailleurs, j'ai lu que l'un des premiers acteurs attachés pour le rôle, c'était justement Schwarzenegger, en mode vieux mercenaire et tout. Ou Bruce Willis. Donc on revient aux larmes du soleil. Donc, ça aurait pas été les mêmes scènes d'action, je pense. Hein. Non, il aurait pas fait les mêmes mouvements. Non, c'est clair, mais limite, j'aurais été curieux de voir ça parce que, bon, de toute façon, je pense qu'une carrière dans les forces spéciales ou à très haut niveau en tant que militaire se termine autour de la trentaine, hein, on va pas se mentir. Donc, un vieux vétéran mercenaire, effectivement, il a plutôt l'âge de Chris Hemsworth, pas tellement celui de Schwarzenegger, mais ça aurait pu être marrant. Où placer ce film dans la carrière de Chris Hemsworth alors? Oh là, je suis pas assez. Je connais pas assez la carrière dans l'intégralité de Chris Hemsworth pour savoir comment le placer, tu vois. Par exemple, moi, j'ai pas vu Black Hat, puisque Thibault le mentionne depuis tout à l'heure. J'ai toujours pas vu ce film. Parce que il m'inspirait pas. Alors peut-être que je vais devoir revoir ma copie sur le sujet parce que Thibault a l'air. Ouais, mais je suis un fan de Convaincu. tu sais. Et c'est sans doute pas un des meilleurs de Michael Mann pour sûr. Après, il y a 2 scènes d'action et pour le coup, on parlait d'impact tout à l'heure. Je trouve qu'elles en ont un assez phénoménal. Il y a une scène d'action qui se passe dans un tunnel en fait, et tout le sound design au niveau des armes, etc. est hyper travaillé. Et du coup, tu as des effets de distorsion et tout ça qui sont super intéressants par exemple. Et à la fin, il se bat avec un couteau au milieu de la foule et il a une sorte d'armure qui, je crois, est faite à base de magazines enroulés, tu sais, à la Jason Bourne ou à la World War Z. Et c'est quand même assez sympa. Mais c'est pas du tout. C'est beaucoup plus existentiel à la Michael Mann que Tyler Rake qui avait juste être sur un rail et t'emmener de scène d'action en scène d'action, quoi. Donc si tu vas pour mater un actionneur, tu vas forcément être déçu. Donc, voilà. Vu que je l'ai mentionné, je me permets de faire ce petit aparté pour éviter que les gens soient déçus aussi en avance. Mais tu vois, David, moi par exemple, j'ai toujours pas vu Horse Soldiers. Le dernier film avec Hemsworth que j'ai vu, puisque j'ai toujours pas vu non plus Saltan à l'hôtel El Royale, qui a l'air pas mal, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de me jeter dessus. Le dernier film que j'ai vu avec lui, ça doit être Men in Black International. ce qui était pas génial, quoi. Donc c'est mon dernier le dernier bon film avec lui pour moi, c'est Endgame. Mais moi je pense qu'il faudrait que j'en mette quelques-uns. Ah si, j'ai vu Rush il y a pas longtemps que j'avais jamais vu. J'ai jeté un coup d'œil à Rush, j'ai bien aimé. Mais ouais, j'ai pas vu ses films d'action sinon. Mais c'est marrant comme acteur, je trouve qu'il a un vrai charisme, qu'il soit pas plus utilisé que ça au final. Ouais, je sais pas. Peut-être parce qu'au début, de sa carrière en tant que Thor, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était pas trop pris au sérieux, tu vois. Qu'il
qu'il était pris comme un acteur léger. Après, ils ont étoffé le personnage et il a pu s'étoffer au niveau film. Je pense qu'il est un peu plus pris au sérieux maintenant, mais je sais pas, peut-être une question de planning aussi. Hein. Il a tourné beaucoup avec Marvel, donc ça aide pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'âge? J'ai l'impression que quand il est arrivé, effectivement, avec Thor, etc., Star Trek aussi, mais juste le temps d'une scène, je veux dire, il avait quand même ce côté, tu sais, beau gosse, blondinet, ultra baraque, parfait, qui fonctionnait bien pour Thor, mais qui par la suite s'est pas du tout révélé être le personnage d'actionneur du moment. On était plus soit sur déjà des quinquagénaires à la Liam Neeson qui boitent des terroristes, ou au contraire plus des... En fait, même avec Kinyu qui est lui aussi âgé mais qui a un physique encore très différent, mais je trouve qu'en fait c'est le côté assez positif ces dernières années sur les actionneurs, c'est qu'on a vu toutes sortes d'acteurs ou d'actrices s'y coller, tu vois. Je pense qu'en fait Chris Hemsworth, si on le compare à Schwarzy et à Stallone et tout ça, c'est vrai que Chris Hemsworth dans les années 80, il aurait eu toutes ces putains de franchises, elles auraient été à lui, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, le film d'action, il s'incarne pas forcément juste sur des gros bonhommes blondinets, quoi. Donc je pense qu'il est juste arrivé entre guillemets un peu trop tard, et que maintenant on s'aperçoit que il a une certaine palette, quoi, qui peut être explorée dans bien des genres. Et je pense qu'au final, maintenant qu'il a un peu mûri en tant qu'acteur, mais juste aussi en tant que mec, parce je trouve qu'il a gagné en charisme en vieillissant. Alors ça, c'est un truc de bonhomme, quoi, mais je trouve qu'il y a un vrai truc, quoi. Moi, je le trouve beaucoup moins énervant et arrogant qui pouvait l'être il y a quelques années encore, et j'aurais envie de le voir dans plus de films et développer encore plus de talent, quoi. Donc je me dis pourquoi pas, au final. En plus, là, le voir produire le film et tout, c'est quand même assez intéressant. On est vachement dans cette ère des acteurs-producteurs, donc pourquoi pas, hein. Mais ouais, pour moi, je trouve qu'il mérite en tout cas de poursuivre dans cette veine-là, et je pense que c'est un acteur qui, sans forcément le comparer à Schwarzenegger ou à Stallone, même si je l'ai fait dans ma question, l'actionneur, je me demande, et c'est peut-être là où on finira le podcast, je me demande s'il va pas vers là. C'est-à-dire que je pense que Marvel est en fin de course. DC l'est depuis longtemps. Star Wars, tu vois, dans des blockbusters comme ça, sont tous en fin de course. Alors après, je pense que tous ceux qui apparaissent sur Netflix ont les yeux qui brillent par rapport au fait que les cinémas sont finis. Mais il reste que, au-delà de cet aspect-là qui est temporel, je pense qu'il y a quand même une place pour ce renouveau du cinéma, et peut-être sur des actionneurs qui sont peut-être moins fantastiques et moins super-héroïques. Bah, j'espère. Ouais. Moi, c'est ce vers quoi je tends, tu vois, mais je pense que... Ouais, que moins bas les couilles, on va dire, que des franchises comme Olympus, des trucs comme ça, quoi. Enfin, vraiment la Fallen franchise, quoi. Olympus, Angel et je sais plus quoi, London. Ouais, mais c'est des films de deuxième division, ça. Ouais, voilà, mais c'est presque ça, de l'actionneur aujourd'hui, quand tu... Bah grave. Mais quand tu après, réfléchis à ce qu'est un actionneur à la base, c'est c'est devenu ces franchises-là, tu vois. La question qu'il faut poser aussi, c'est savoir est-ce que les plateformes type Netflix, etc., vont s'approprier le genre et lui permettre de vivre aussi d'autres formes, d'aller jusqu'au bout des choses, etc. Parce que moi, je disais que le film était premier degré, mais je remarquais par exemple que les personnages en Inde et en Bangladesh, ils parlaient leur langue plutôt que de parler en anglais. Je pense que si le film était un film de studio, très clairement, tout le monde aurait parlé anglais. Donc... il y a comme ça deux trois petits trucs qui me font dire que sur Netflix tu peux quand même te permettre des petites évolutions, mais la question quand même reste, je pense, entière, quoi. Est-ce qu'on va continuer à avoir des films à la London Has Fallen, parce que c'est fondamentalement déjà des directs ou vidéos, donc voir des franchises comme ça arriver sur Netflix, ça aurait du sens, enfin ça serait hyper normal, quoi. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir effectivement quelque chose de plus nouveau, et puis d'aller effectivement, comme disait David, soit dans l'horreur, soit dans le politique, enfin essayer un peu d'aller plus loin encore, justement grâce au fait que ces plateformes elles ciblent très bien à qui elles s'adressent, et que nous en tant que fans d'actionneurs, enfin moi, si tous les enfin tu vois, plutôt que de me taper 3 Marvel par an, si tu me disais il y a un Night Comes For Us, un Tyler Rake et un je sais pas quel autre film Netflix que j'ai pu apprécier, ou en tout cas mater dès sa sortie, ça me va aussi, tu vois. Mais faut que ces films là
montre aussi que c'est pas juste des copies directes ou Netflix de ce qu'on aurait eu au cinéma, quoi. Donc c'est pour ça que j'attends quand même finalement un petit peu plus de ce genre de film. The Night Come For Us, pour le coup, j'avais été servi parce que je trouvais que c'était hyper trash et jusqu'au boutiste, quoi. Donc à l'inverse, tu vois, des films comme par exemple London Has Fallen, je l'ai vu, et hyper trash et jusqu'au boutiste parce que c'est vraiment écrit comme un Die Hard de il y a 30 ans. Et Gerard Butler, s'il y a un mec qui lui dit je te parlerai pas, il lui met 2 balles dans la tête direct. Et t'as un côté presque Punisher de Garth Ennis, tu vois, en mode où le gars il se pose pas de questions, tu vois, et c'est devenu presque rare en fait. Donc il y a des trucs à grailler à droite à gauche, quoi. J'aimerais juste que Netflix, vu qu'on a tous un abonnement ici, nous offre encore un peu plus à manger du côté d'Actionneur et des plats plus consistants, quoi. Ouais, on va se laisser là. Donc on se retrouve très bientôt dans Actionneur. Prenez soin de vous. À plus. Ciao. Salut.